m'entendez bien? Ok, nickel. Alors, on va laisser les touristes finir un peu. Et on va en profiter juste quand même, et c'est très important en tant qu'ancien organisateur, vraiment de remercier l'ensemble des sponsors, des orgas qui font cet événement, un événement riche, divers, avec des orateurs d'origine bien différente. Donc si je peux vous demander un tonnerre d'applaudissements pour ces sponsors, pour l'ensemble des acteurs de cette conférence. Très rapidement, Simon, enchanté. Alors j'ai mis basé Rennes, Bretagne, France. Oui, je viens de rentrer en Bretagne après 4 ans en Asie. Euh, une belle expérience qui, je l'espère, me permettra de vous partager quelques éléments aujourd'hui autour des parties prenantes. Je fais partie d'une équipe de 3 loulous. N'hésitez pas à venir nous voir, comme on le disait hier. N'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on échange, on partage et puis qu'on voyage un peu ensemble. Partie prenante, pierre angulaire de vos transformations. Pour commencer, moi j'aime bien clarifier de quoi on parle. Tout le monde parle d'agilité, de design. Vous m'entendez bien ou pas? De quoi? Des fois oui, des fois non. C'est mieux? Super. Donc j'aime bien commencer par clarifier de quoi on parle, parce qu'on parle beaucoup de parties prenantes, de stakeholder management, ce genre de choses, mais de quoi on parle? Donc on va s'aligner rapidement là-dessus, et pour commencer, je voudrais vraiment parler de transformation, mais transformation pas forcément agile. Alors quand je l'ai joué la première fois, cette session, les gens pensaient vraiment que j'allais parler que d'agilité. J'ai aussi envie de vous amener à réfléchir à une transformation, quelle qu'elle soit individuelle, collective, culturelle, liée à l'agilité ou pas. J'espère qu'on est aligné sur cette notion de changement. Je vous invite aussi à être curieux dans le sens où certaines personnes pourraient être un peu pas à l'aise avec la notion de transformation, alors appelez-la changement, transition, peu importe. D'accord? Ensuite, pierre angulaire, alors c'est une expression très française. Quand j'ai essayé d'aborder ce sujet-là en anglais, c'était pas très très simple. Mais la réalité, c'est de vous dire vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence si vous vous en occupez. Enfin, une définition que je souhaitais vous partager qui, dans une conférence agile, pourrait à un moment dénoter, mais qui vient du PMI. Est-ce que certains ont déjà lu le PMBOK? Ouais, il y en a peu, mais je vous invite vraiment à aller regarder le PMBOK, qui est un énorme pavé dans lequel il y a énormément de belles choses, et pas que la gestion de projets traditionnels qu'on pourrait de temps en temps pointer du doigt. Il y a énormément de choses, notamment autour de l'humain, que j'ai pu découvrir il y a quelques années, et que je réutilise même dans des cadres agiles. Voilà. Est-ce qu'on est à peu près aligné sur cette définition de partie prenante? Je prends le parti pris que vous savez lire. Donc je ne vais pas essayer de lire mes slides. On va se mettre d'accord là-dessus. Okay. J'ai rajouté une chose ici par rapport au PMI, c'est une dynamique que moi j'aime beaucoup, qui est autour de la notion de produit et d'expérimentation, qui n'est pas dans la définition initiale, avec une invitation à être vraiment curieux autour de la notion de partie prenante. Très bien. Pourquoi cette session? En fait, il y a quelques années, il y a une année, quand j'étais à Singapour, je manageais une équipe, une vingtaine de coachs. Et j'avais une coach excellente, qui n'était pas une coach agile, mais vraiment une coach qu'on appelle une executive coach, qui faisait partie d'une transformation et qui a engagé un certain nombre de travaux. Donc, comme d'habitude, au départ, le sponsor fait appel à elle. Elle engage, elle prend le besoin, et puis elle se tourne très rapidement vers les équipes, vers les managers, vers tous les gens du système. Et au bout de 3 mois, je reçois un appel de cet exécutif qui me dit « Non, ça ne va pas aller, on va s'arrêter ». Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle n'a jamais réengagé cet exécutif qui, à la base, l'a fait venir. Elle a fait un travail très bon au niveau du terrain, mais elle a oublié d'engager ce partie prenante qui était critique, finalement, dans la continuité de la transformation. Donc j'ai vraiment voulu, ça m'a un peu secoué, et je me suis dit, il est important de sensibiliser les coachs, et j'étais juste avant dans une session autour vision de changement,
sensibiliser les coachs qu'il y a un certain nombre d'acteurs dans le système qui ne sont pas des acteurs qu'on a toujours au jour le jour dans l'activité, mais qui sont essentiels finalement dans le cheminement, et que si on ne les engage pas au bon moment, à un moment donné, ils vont pouvoir devenir des détracteurs. Donc c'est un peu l'objectif de cette session aujourd'hui, c'est de vous donner un peu des éléments dans ce cadre-là. L'autre chose aussi qui vient j'en parlerai un peu plus demain, mais qui vient de quelque chose que j'adore dans la partie product management. On tombe souvent, enfin en anglais on dit don't fall in love with your product, fall in love with your customer. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'organisations vont essayer de pousser leur propre agenda. Les acteurs du changement vont pousser leur agenda, vont pousser des expérimentations, et finalement ne vont pas tellement écouter le système ou les parties prenantes. Donc j'ai un peu détourné la phrase pour dire attention, on a tous des idées d'expérimentation, on veut tous avancer, mais au final, des fois on oublie que les gens, ils n'ont juste pas envie d'aller dans cette direction-là, et on ne les écoute pas, en fait on s'écoute soi-même. Et donc le point d'attention que je vais essayer de présenter aujourd'hui, c'est vraiment en rapport à votre ego. Je ne sais pas combien il y a d'acteurs du changement dans cette pièce, mais j'imagine quelques-uns. La réalité, c'est qu'on pousse souvent du changement qu'on a la conviction d'avoir. J'en vois qui rigolent. Et la réalité, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose que les gens veulent. Il va falloir vraiment travailler sur votre propre ego pour essayer d'écouter un peu plus et de travailler avec les parties prenantes. Comment faire différemment? Moi, avec un peu d'expérience, j'essaie de vous proposer un petit peu un cycle de vie. Alors après, comme tout process, vous en faites ce que vous voulez, mais qui passe en tout cas par une phase de vraiment avoir conscience du système. Il y a beaucoup de choses issues de la systémique dans ce que je vais évoquer aujourd'hui. Ensuite, se dire on ne va pas pouvoir, et ça c'est plus pour ceux qui font du produit ou du service, se dire c'est quoi la priorité? Je pense qu'il y a beaucoup de fois où on ne priorise pas assez, donc on va prioriser un peu les gens avec qui on veut travailler, avec qui on peut avancer. Ensuite, il y a une notion d'engagement, comment on va les engager, pas toujours évident, je ne sais pas pour vous. Et puis ensuite, comment on va les manager. Donc on va essayer d'aller un peu sur ces 4 étapes. Puis il faut juste se dire qu'en fait, c'est quelque chose là que j'ai mis en forme de cercle, mais qui se travaille de manière continue. Donc là, c'est un process, mais encore une fois, je vous invite à vous dire que c'est un peu tout le temps, dépendamment du niveau de maturité. Donc on va commencer par se poser la question, finalement, comment on connaît un peu mieux nos parties prenantes. Je vais vous partager pas mal de modèles. Encore une fois, tous les modèles sont faux, enfin, je ne vais pas le refaire, mais la réalité, c'est vous aider à réfléchir comment, dans mon propre système, je vais me poser des bonnes questions par rapport aux différentes parties prenantes. Le premier modèle, qui est un modèle que je vous invite pas forcément à documenter, mais à en avoir conscience, c'est le modèle de Salience et qui est extrêmement basé sur les comportements. Pourquoi je l'aime? Parce que je considère que l'axe de travail qu'on a beaucoup, c'est travailler sur la culture. Et moi, la culture et les comportements, c'est quand même très lié. Donc savoir un petit peu quels sont les différents comportements des parties prenantes qu'on va avoir, c'est quelque chose d'important. Et donc les 3 axes de ce modèle-là sont intéressants pour essayer de jauger un peu qui sont ces personnes autour de nous, comment ça va interagir, que ce soit au niveau de l'équipe, du projet ou de l'organisation. Encore une fois, là, j'axe pas de notion de granularité. En tant que coach, j'ai travaillé avec des équipes, j'ai travaillé avec des programmes, j'ai travaillé aussi avec des organisations. Donc je vous invite à vous projeter un petit peu sur votre propre système. Un autre système que vous pourriez cartographier, c'est en fonction des rôles, et ça on le fait assez nativement. L'organigramme nous aide généralement à un peu lire. Attention, ici j'y mets aussi des notions de gouvernance. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Aujourd'hui je travaille avec une grande organisation qui est à la fois en France, mais aussi en Asie, aux États-Unis. Et il s'avère que des fois il y a ok, je suis, je ne sais pas, un marketeur, j'ai mon responsable hiérarchique qui est en France, et j'ai une ligne de reporting en pointillé en Asie, là, si la personne est en Asie. Donc faites très attention à essayer de vraiment dissocier la notion de structure et de gouvernance. Les deux sont importantes dans la lisibilité du système. D'autres systèmes, donc je viens de l'évoquer, interne, externe, est-ce qu'on a bien conscience des gens qui sont en interne, qui sont en externe? C'est des modèles, vous pouvez les regarder. Si vous voulez vraiment aller sur... Il y a des gens qui travaillent sur des systèmes très complexes. Ça, c'est un Murray-Webster, et Anne Simon, ont travaillé sur un modèle tridimensionnel qui est extrêmement intéressant. Si vous allez vous poser, encore une fois, et que vous essayez de regarder le système dans lequel vous évoluez,
vous allez pouvoir essayer de trouver des éléments assez intéressants avec ce modèle. Bon, après, c'est assez poussé, assez théorique, donc attention. Un modèle très simple, si vous cherchez un peu sur la notion de management des parties prenantes, vous avez ce modèle-là qui est un des premiers modèles de l'Imperial College of London, qui là met en la notion d'influence et d'intérêt des parties prenantes. Il est très très connu celui-là. Vous verrez après que ça permet aussi de vous guider sur la manière d'engager les parties prenantes. J'ai retiré cette partie-là du modèle. Un modèle plus connu, tout le monde connaît ce modèle-là, les cochons, les poulets. J'ai vu des agilistes il n'y a pas longtemps qui m'ont dit que c'était plus très en phase avec ce modèle-là, mais pour moi, c'est tirer des prémices de l'agilité. Il y a quelques années, la petite BD que vous avez en bas à droite pour vous, où un poulet et un cochon veulent ouvrir un restaurant aux États-Unis d'egg and bacon, et à un moment donné, le cochon se dit ouais, mais moi, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir ce restaurant parce que si on l'ouvre, je vais mourir, alors que toi, tu as juste des œufs à donner. La métaphore ne marche pas dans les pays où le cochon, et pour l'avoir joué au Liban, on a un peu adapté. La réalité, c'est que vous avez toujours des poulets et des cochons dans votre organisation. Des cochons, c'est des gens qui, si le projet se plante, ben, ils vont se planter avec vous. Donc il y a une notion de commitment, d'engagement. Des poulets qui ont un intérêt à avoir ce projet ou ce produit marché, mais qui finalement, si le projet ou le produit se plante, bon, ils ont un intérêt. Donc faites attention à ces poulets et ces cochons qui finalement vont avoir un impact. Nombre d'équipes que j'ai accompagnées qui mettent énormément d'énergie sur des poulets et désengagent des cochons. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, mais ça arrive très très souvent, ce genre de choses. Ensuite, Moore, adoption de l'innovation. Combien d'organisations passent beaucoup de temps sur les sceptiques, les lagards, les détracteurs, et on oublie tous les gens qui ont l'énergie d'apporter le changement. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Quelle typologie? Est-ce que cette personne va créer des freins? Est-ce que cette personne va aller au-delà de sa fiche de poste ou va essayer de vous accompagner? Attention, quand vous cartographiez vos parties prenantes, d'avoir bien conscience de ces acteurs-là. Une fois que vous avez utilisé le modèle qui vous plaît le plus, et il y en a plein d'autres, je vous invite vraiment à documenter. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous ne documentez pas, ça va être de la conversation, et à un moment donné, ça va se perdre. Donc c'est extrêmement important de documenter. Alors, moi j'aime bien faire des simulis de personas, mais avoir une idée un peu plus de qui sont les personnes avec qui je travaille. Et puis la deuxième chose, si vous êtes plutôt en équipe, il y a ce qu'on appelle cette carte d'équipe cœur et de parties prenantes, où en équipe, et je l'ai fait, quand vous lancez un programme, un projet, vous venez, alors ça se fait très bien en virtuel, mais là j'avais envie de mettre des post-it aujourd'hui, vous venez demander à l'équipe qui est votre équipe cœur. Et ça va vous permettre, ne serait-ce que de savoir qui est-ce que vous allez, pour ceux qui suivent potentiellement un cycle de vie Scrum, savoir qui est-ce que vous allez embarquer dans une review. C'est bête, mais il faut embarquer des poulets aussi, et pas que des cochons. Et ça, ce sera plus ma conférence de demain. Voilà. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est, comme Aurélien pourrait le dire, alors, je ne sais pas s'il est parti, je ne sais plus où il est, mais il est parti. La réalité, c'est que c'est un investissement. Ça ne va pas se faire tout seul. On a l'impression qu'on sait lire tout. Je vous invite vraiment à être plutôt dans la démarche, si vous connaissez certains modèles, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Okay, we don't know what we don't know. Et donc de vraiment mettre tout sur papier et de se dire que ça va évoluer. On est dans des environnements changeants, il va falloir documenter. Je voulais vous partager, moi, un retour d'expérience. Je suis engagé pour accompagner une grosse transformation en Asie, dans une grande banque. On a une équipe, ça arrive souvent, de transformation, ça résonnera chez certains. On a des personnes motivées, qui sortent plus de modèles par jour que de possibilités de les implémenter, des acteurs du changement passionnés. Et au final, à un moment donné, je m'aperçois, le nom a été changé, j'ai mis le nom des coachs de mon équipe. On a cette DRH qui n'est pas du tout dans la photo. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des transformations et les DRH ne sont pas embarqués. En gros, dans ma cartographie, à un moment donné, je me dis, mais où sont les ressources humaines ?
par défaut, si vous n'embarquez pas les ressources humaines, elles deviennent potentiellement des détracteurs, alors qu'elles peuvent vraiment vous aider à plutôt accélérer la transformation. Donc je me pose la question, voilà, où se positionne Venetia? On se pose, on réfléchit et on décide vraiment de la mettre dans la cartographie des parties prenantes à embarquer dans la transformation. Ça, vous allez voir, je vais revenir sur ce cas spécifique dans chacune des étapes de la présentation. On va ensuite, en effet, prioriser les parties prenantes. Donc, je vous parlais du modèle de collège, Imperial College of London. En fait, en priorisant sur la base de l'influence et de l'intérêt, on va pouvoir se dire, et c'est assez naturel, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va gérer, enfin, finalement, votre rapport à ces parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment le modèle qui vous en parle. Vous le prenez, Et donc, moi, ce que je vous invite, si vous le faites dans votre propre environnement, c'est d'abord mapper et ensuite partager un peu la manière dont vous allez l'aborder. Quelque chose que j'aime partager, parce que c'est quelque chose que j'ai validé, je ne sais pas si Julien est dans la pièce, mais en tout cas, Julien, merci. Depuis, j'ai décidé de le documenter. Et ce n'est pas toujours vrai sur les organisations, mais ce que j'appelle la loi des 3 ans. Dans beaucoup de grosses structures, j'ai constaté, quand vous avez des rotations de managers, d'exécutifs, des rotations qui font que tous les 3 ans, ces gens sont déjà sur un autre poste. Et donc, ce que je fais quand j'engage, je commence un peu à prioriser mes stakeholders, mes parties prenantes. Ce que je vais faire, c'est je vais leur poser des questions assez simples, qui sont depuis quand êtes-vous dans votre rôle? C'est bête, mais la réalité, c'est que la personne qui vient de prendre son rôle, et on va en parler juste derrière avec Venetia, quand elle vient de prendre son rôle, et Émilie en parlait un petit peu dans le panel tout à l'heure, les gens ont envie de marquer leur empreinte, ont généralement du budget, et ils ont envie d'y aller. Et donc c'est vraiment important pour moi de me dire, bon, voilà, on va essayer de savoir qui a envie de bouger finalement, et de les prioriser. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des gens qui, en 3e année, dans leur 3e année de cycle, on va dire, sont déjà sur leur prochain job. Donc finalement, ils sont plus là pour montrer qu'il y a eu quelque chose de fait. Et donc c'est vraiment quelque chose, je vous invite à regarder dans vos propres organisations. Attention, il y a aussi des organisations, c'est le cas de mon client actuellement, où les gens ne changent pas. C'est-à-dire que vous avez des boards qui sont toujours les mêmes. Et là, dans ce cas-là, il faut essayer de regarder plus les gens qui viennent d'arriver et puis les gens qui ont du leadership. On en reparlera un peu après. Voilà, donc un modèle, la loi des 3 ans du directeur. La deuxième, j'aime beaucoup, c'est la loi de l'investisseur, c'est-à-dire qu'est-ce qui paye. Je ne sais pas si c'est bête, mais la réalité, c'est que des fois, on engage des gens qui n'ont pas de budget ou n'ont pas capacité finalement à aller plus loin. Alors, il y a beaucoup de motivation. Moi, j'ai eu des fois où j'ai vraiment travaillé très proche de certains acteurs, et au final, ils n'avaient pas de budget, on n'a pas pu vraiment accélérer la transformation. Donc, petite question, qu'est-ce qui paye? Ça vous donne un indicateur, ça vous permet de prioriser. Il y a des acteurs qui n'ont pas besoin de payer pour avoir un impact quand même sur le changement. Je veux quand même le mettre en avant. Donc par rapport à Venetia, elle arrivait, je me suis aperçu assez rapidement qu'elle avait déjà eu des expériences dans des transformations agiles. Je ne sais pas si vous décidez d'avoir des Scrum Masters, des Product Owners, mais la réalité, c'est qu'un des points de blocage au niveau ressources humaines, et même d'une transformation, et quand vous voulez embarquer plus de monde, c'est alors j'ai le mot en anglais, je m'excuse, un career path, comment les gens évoluent dans leur rôle de Scrum Master, de Product Owner, et donc je me suis dit, bon, elle est dans sa première année, elle a la motivation, il faut vraiment que je l'engage, et donc je l'ai priorisé. D'accord ? Maintenant, on va parler d'engagement des parties prenantes. Alors, engager les parties prenantes, moi j'utilise vraiment 2 axes, un axe collectif et un axe individuel. Alors, j'imagine, beaucoup d'entre vous ont potentiellement développé des compétences de facilitateur et des compétences potentiellement de coaching individuel, la capacité à poser des questions. En tout cas, il est extrêmement important de travailler au niveau du groupe, des parties prenantes, et en même temps de pouvoir accompagner individuellement les choses de la même manière dans une équipe. Quand je coach une équipe, je fais du coaching au niveau équipe, et je travaille vraiment individuellement. Ce n'est pas la même voie du système, on n'obtient pas les mêmes informations, et c'est extrêmement structurant pour engager encore plus fortement.
Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas travaillé des compétences au niveau des conversations, du questionnement, ce genre de choses, je vous invite vraiment à travailler votre posture d'écoute. Alors, c'est un cheminement vers le coaching individuel, le coaching personnel. Je considère qu'on n'est pas obligé de faire des formations et d'être coach professionnel pour développer son écoute et son questionnement. En tout cas, la réalité, c'est que si vous arrivez avec votre agenda et que vous passez, et moi je suis un grand bavard comme vous le constaterez, si vous passez votre temps à imposer votre vision des choses, vous n'entendrez pas les voix du système, vous n'entendrez pas les problématiques, vous n'entendrez pas les points de blocage. Donc il est extrêmement important d'utiliser ces compétences-là d'écoute et de questionnement. Et donc l'élaboration, je vous laisse vraiment, quand vous êtes dans une discussion, le what else en anglais est beaucoup plus facile qu'en français, je peux vous le dire, mais ce matin on parlait de pourquoi, Isa disait pourquoi. Je vous invite vraiment à essayer d'aller creuser les choses, d'être curieux, même si ce n'est pas aligné avec ce que vous auriez envie d'avancer. Ok. Investissez dans vos préparations. Alors, Benjamin Franklin, c'est très violent, mais c'est tellement vrai. Combien de fois avez-vous engagé des gens dans votre organisation en vous faisant juste confiance? Ça va bien se passer. Je ne sais pas, en tout cas, moi, ça m'est arrivé quelques fois. La réalité, c'est prendre le temps de bien préparer en amont, de bien préparer vos questions. Demain, j'en parlerai aussi sur les phases de recherche en design thinking. Se dire, voilà, je ne vais pas à la rencontre de quelqu'un juste parce que j'ai envie de la rencontrer. J'y vais avec une certaine méthode et préparer. Quelque chose, je vais passer très rapidement parce que là, c'est quelque chose qui touche aux lignes, mais la réalité, c'est que les parties prenantes sont engagées dans une notion de value stream. J'imagine que ça parle à certains d'entre vous dans la pièce. Ouais, je pense. Niels, facile. Mais la réalité, c'est que malheureusement, généralement, on ne sait pas positionner les différents acteurs sur la value stream. Donc, on ne sait pas tellement bien s'ils apportent vraiment de la valeur, si finalement ils vont permettre à servir notre but ultime, qui est soit le client, soit un service interne. Enfin, ça dépend un peu de ce sur quoi vous travaillez. Mais quelle valeur pour qui ? Qui est vraiment une manière de mapper. Les exercices de value stream, c'est des exercices extrêmement intéressants collectivement pour s'aligner, pour mieux comprendre un système. Mettre en place des ateliers de vision. Alors ça, c'est un atelier We Choose to Go to the Moon basé sur la métaphore de JFK qui a été mise visuellement en place par Aurélien et qui permet vraiment de passer en utilisant des démarches orientées solutions, mais vraiment de s'aligner, de se dire finalement, au-delà des problèmes qu'on rencontre, où est-ce qu'on veut aller ensemble. Faire en sorte qu'un certain nombre de parties prenantes s'expriment dans ce cadre-là, ça va vous permettre de mieux comprendre finalement où le système veut aller. Et ça, encore une fois, quand je parle de système, c'est quelque chose de hyper structurant pour une équipe projet, une petite équipe, mais aussi pour une grande transformation. C'est-à-dire, vous avez une équipe de transformation d'une grande structure. Si vous ne posez pas la question finalement, où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi notre état désiré, à un moment donné, vous allez avoir une dissolution au niveau des parties prenantes et vous allez avoir de plus en plus de voix dans le système. Et puis, vous allez avoir du mal à les engager. Une chose qui est généralement très mal faite aussi, c'est la partie communication. Moi, je reste persuadé que c'est important de structurer, d'engager, de communiquer. Une des choses que je fais quand j'accompagne un système, au lieu de pousser mon agenda, que j'ai fait pendant très longtemps, pour être honnête, je vais aller regarder un peu toutes les dynamiques qui se passent et je vais mettre un peu des points de lumière sur les choses qui sont déjà faites, qui marchent très bien. Je vous invite vraiment à communiquer là-dessus. Alors, il y en a qui utilisent des systèmes de town hall, il y en a qui utilisent des systèmes régulièrement. On embarque un certain nombre d'acteurs de la structure pour qu'ils présentent un peu par eux-mêmes ce qui a été fait. Il y a aussi les notions de newsletter. Enfin, il y a plein de canaux à faire. Encore une fois, c'est un coût, hein. Ça prend du temps. Et c'est extrêmement important pour laisser une dynamique et une connexion avec les différentes parties prenantes. Là, je vais passer par une petite phase qui, moi, me passionne de plus en plus, en tout cas, mais qui est un investissement sur vous. C'est-à-dire que pour mieux engager les autres, il faut investir sur vous. C'est assez rigolo parce qu'en agile, que ce soit dans le changement, dans l'agile, peu importe, on a toujours l'impression que le système va évoluer, qu'on va accompagner, on va les aider à changer, mais au final, ce changement va pouvoir s'opérer si vous investissez sur vous.
en Asie, et j'ai eu la chance d'être accompagné par un certain nombre de coachs. Et il y a 3 axes au niveau de l'intelligence qu'on a creusé. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, l'intelligence émotionnelle qui est généralement assez connue, l'intelligence culturelle et l'intelligence spirituelle. Donc, je vais y passer un chouïa de temps, mais l'intelligence émotionnelle, c'est la relation aux émotions. C'est bête, mais ce que j'explique, et je le vois avec mes enfants au jour le jour, on a un vocabulaire très très pauvre sur les émotions. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je m'en suis vraiment rendu compte. Donc j'utilise moi très très régulièrement dans mes accompagnements des parties prenantes cette petite roue là qui s'appelle la roue des émotions. On part des émotions primaires au centre et puis on élargit. Et j'invite les gens tout simplement dans les différentes réunions, les différentes interactions qu'ils vont avoir, à un peu mettre un point sur les émotions dans lesquelles ils se trouvent, soit au début, soit à la fin de la réunion. Généralement ça a encore plus de valeur d'avoir les deux. Ça permet d'avoir une idée d'un peu de la qualité des cérémonies. En tout cas, il va falloir apprendre à décorréler la partie liée aux émotions et votre réaction. Alors ça ne marche pas toujours. Hein. Avec mes enfants, des fois je n'analyse pas la différence entre l'émotion et ma réaction. Mais travailler votre émotion, sur quelle émotion je suis en train de traverser, et si mon corps me parle à un moment donné, comment je vais réagir, ça va vous permettre de temps en temps à vraiment être dans l'écoute, être présent. Donc développer votre intelligence émotionnelle, c'est vous permettre d'être réceptif à des messages que vous n'auriez peut-être pas pu avoir au préalable. Okay. Donc, le Management 3.0 a fait un petit guide, vous pouvez les regarder, c'est pas mal, ça donne en tout cas une bonne base de départ sur ce système-là. L'intelligence culturelle, je vais vous la raconter un peu différemment. J'ai eu la chance, quand j'étais à Singapour, d'aller coacher une équipe, enfin pas mal d'équipes en Chine, pour un grand acteur industriel français. Et donc, dans ce cadre-là, quand je suis arrivé à Shanghai, j'ai mon client qui m'a invité, c'est le côté sympa aussi, hein, dans un très bon restaurant à Shanghai, du canard laqué, je passe les détails, mais en tout cas, vous mangez bien, et puis en Chine, généralement, il y a beaucoup à manger. Et donc, moi, je me sers, je mange. Et il recommande un plat. Et je mange. Je finis mon assiette. Et il recommande un plat. Et il recommande à manger. Et à un moment donné, je suis malade. Je ne peux plus manger. Mais il ramène comme des plats. Et donc, je me tourne vers mon client et je lui dis « Mais j'ai plus faim. » Parce que moi, dans ma tête, j'avais la vision de ma grand-mère. Alors, je ne sais pas si on a les mêmes grand-mères, mais de ma grand-mère qui me disait « Finis toujours ton assiette. » Pour être poli. Et en Chine, le principe, culturellement, c'est en tant qu'hôte, tant que la personne ne laisse pas la moitié de son assiette pleine, vous considérez que la personne n'a pas assez mangé. Vous continuez à commander. L'intelligence culturelle, c'est se dire il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas, que mon environnement culturel ne m'a pas appris, des codes. Et au lieu de surréagir à un moment donné, lié à ma propre culture, se poser des bonnes questions en se disant oula, il y a quelque chose qui se passe. Les gens pourraient se dire c'est entre la Chine et un Français perdu en Chine. Je vous assure que même en France, il y a des gens qui viennent de Paris, je le sais dans la salle, il y a des gens qui viennent de Grenoble, il y a des gens qui viennent un peu de partout. Entre la Bretagne et Grenoble, il y a déjà des différences culturelles, des choses comme ça. Et donc développer votre intelligence culturelle, c'est avoir cette capacité de comprendre, il y a quelque chose qui se passe que je ne maîtrise pas, et donc je vais poser des questions pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce que ça résonne un peu chez vous? Je check. Quand j'ai joué cette conférence, à un moment donné, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais moi je travaille dans des projets franco-français. » Mais finalement, quand vous avez des équipes business et des équipes IT, déjà vous avez des enjeux culturels différents. Se poser la question, pourquoi ils réagissent comme ça? Pourquoi ils remettent le client au cœur? Je pitch un peu ma session de demain. Pourquoi finalement l'IT, à un moment donné, va vraiment investir sur la qualité? Parce que si on ne se pose pas des questions au niveau de la culture, à un moment donné, on va plus comprendre ce qui se passe. L'intelligence spirituelle, c'est aussi une intelligence qui, encore plus maintenant dans la situation où on est importante. Alors spirituelle, c'est pas forcément lié à la religion, mais malgré tout, c'est la capacité de rester résilient, on va dire, à un moment donné, où on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, si vous regardez un peu au niveau du développement de l'enfant, il
il y a autour de 8-9 ans un espace où, je ne sais pas pour vous, en tout cas moi, ma fille me pose beaucoup de questions en ce moment là-dessus. C'est quoi la mort? Comment comment j'évolue par rapport à ça? Où est-ce qu'il est grand-père? Enfin, comment on grandit? Un certain nombre de questions qui, en tant que parent, à un moment donné, je ne sais pas répondre. Je n'ai pas les capacités de répondre. Et pourtant, dans le développement de l'enfant, il faut que l'enfant retrouve une sérénité pour pouvoir continuer à grandir. Développer son intelligence spirituelle, c'est la capacité finalement à se questionner sur le sens des choses et en même temps continuer à avancer. En tout cas, c'est ma vision des choses. Investissez sur ce genre de choses et ça va vous permettre, notamment pour les agilistes, d'avoir une meilleure relation à l'incertitude. Soit dit en passant, j'ai vu beaucoup d'agilistes extrêmement méthodologistes et pas tellement bons dans leur relation à l'incertitude. Bon, c'est un autre débat, on en rediscutera une autre fois. Mais j'ai vu beaucoup d'agilistes pas être finalement si à l'aise avec la notion d'incertitude. Donc ce que j'ai fait moi avec Venetia, c'est que je l'ai vraiment inclus dans des ateliers avec le board de la transformation. J'ai fait le travail vraiment de l'accompagner dans les présentations, de progressivement la laisser s'embarquer dans les discussions de la transformation. Et je l'ai accompagné aussi individuellement pour faire du coaching. Maintenant, on va partir dans une dernière partie qui est la partie liée au management des parties prenantes. C'est bête, mais combien de parties prenantes avez-vous dans vos sprint reviews pour ceux qui suivent un cycle vie Scrum? En tout cas, de mon point de vue, ce que j'aime raconter, c'est à un moment donné, dans l'accompagnement de la transformation en Asie, toujours dans cette même grande banque, on m'a demandé de mettre en place un certain nombre de métriques pour essayer d'identifier quelle valeur on apportait d'un point de vue produit à l'utilisateur final. Bon, très bien. Il y avait 130 équipes. À un moment donné, je leur ai dit, en fait, au lieu d'aller chercher à mesurer la valeur, on va essayer de mesurer combien il y a de parties prenantes dans les reviews. Au lieu d'aller... En fait, si vous n'avez pas des personnes dans les démos, sprint review, ce genre de choses, à un moment donné, comment voulez-vous qu'ils aient de la valeur? Donc c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Inviter les parties prenantes Alors là, je parle de sprint review, mais ça peut être vraiment les customer demos, peu importe. Inviter les gens, comme ceux qui aiment bien l'open space technology, le pouvoir de l'invitation. Inviter les gens, après ils disposent. Ils peuvent ne pas venir, mais la réalité, c'est plus vous les inviterez, plus ils se sentiront embarqués. Ils viendront peut-être une fois, ça leur plaira, ils reviendront. La deuxième chose, c'est mesurer. Et je ne parle pas de KPI, je parle vraiment mieux connaître un système, c'est apprendre à mesurer les choses. Si vous ne mesurez pas finalement et que vous ne rendez pas ces métriques visibles, à un moment donné, vous allez perdre de l'information. La validation de vos hypothèses, de vos propres hypothèses. Ce que j'aime beaucoup dire en général, et qui vient de, je sais pas, un certain nombre de coachs que j'ai dû rencontrer dans le passé, mais la réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, tout ce qui est hypothèse, vous ne validez pas à un moment donné vient certitude. Et c'est ce qui fait que beaucoup de boîtes se plantent en général, c'est qu'on ne valide pas ces hypothèses et puis à un moment donné on considère que c'est acquis. Donc valider vos hypothèses va vous permettre de mieux travailler avec l'ensemble de votre système. Il y a aussi une notion de motivation. La motivation de vos parties prenantes, elle peut être très haute, très basse, mais en tout cas il faut à un moment donné aller valider ça. Je vois une petite baisse d'énergie dans la salle. Moi aussi, mon ton est un peu monocorde, je fatigue un peu. Je m'en excuse. Développer votre assertivité, donc un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra dans la salle, qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement autour de la CNV. Si vous ne connaissez pas la communication non violente, ils ont parlé de la communication de cœur. Travailler un petit peu sur à la fois la relation aux émotions, votre capacité à clarifier votre besoin, votre demande, va vraiment vous permettre à un moment donné d'être plus à l'aise dans ces systèmes un peu complexes. Très bien. On va aussi parler de votre rapport au conflit. Alors moi, il y a des années, j'ai eu la chance de reprendre des études en cours du soir. C'était assez intensif pendant 2 ans, quand j'étais jeune. Et la réalité, c'est que j'avais un prof qui m'a beaucoup aidé à comprendre, et en tout cas à mettre une métaphore autour de la notion de conflit. Quand Maximilien, on se parle et qu'à un moment donné, tu me dis quelque chose qui va m'embêter, on va dire qui me secoue, je vais mettre un post-it sur toi.
Et si tu le refais une deuxième fois, j'aurai un deuxième post-it sur toi. Si on ne prend pas le temps ensemble de dépiler ces post-it, à un moment donné, on va avoir des effets de bord, on va réagir, surréagir, peu importe. Donc une des bonnes choses et que j'aimais beaucoup dans cette notion de gestion de conflit, c'est apprendre à dépiler vos post-it. Allez voir vos parties prenantes, exprimer un petit peu. Et donc l'assertivité va vous aider à amener, la CNV va vous aider un peu à amener ce genre de choses. Une expression, je suis désolé, alors ça parle un peu moins en français, mais la notion d'éléphant dans la pièce, en tout cas en anglais, c'est extrêmement important. Apprendre à parler des choses qui se passent. Alors, en tant que coach extérieur, c'est plus facile de temps en temps de pouvoir le dire. On va parler du problème et on va en parler tout de suite. De temps en temps, les systèmes ont un peu plus de mal. Ça vous parle la notion d'éléphant dans la pièce? Oui, c'est pas. Mais la réalité, c'est vous êtes déjà retrouvé dans une réunion où il y avait ces éléphants qui couraient partout et personne n'en parle. On continue à avancer. Donc c'est important, vous, d'un moment donné, d'apprendre à parler de ces choses dont tout le monde aimerait parler, être un peu la voix du système qui va permettre de dégonfler les choses et avancer au niveau de la gestion de conflit. La dernière chose au niveau de la gestion de conflit, qui est hyper importante pour moi, c'est le mandat. En tant qu'acteur du changement, et là que je parle d'interne, externe, peu importe, au final, vous voulez changer quelque chose, je vois beaucoup de coachs agiles qui n'ont pas un mandat clair. Ils ne savent pas tellement, on leur a dit, va faire de l'agile, ils sont partis, ils partent faire de l'agile. Pour moi, il est extrêmement important pour éviter des conflits de clarifier son mandat dès le début. Alors, dans le coaching plus professionnel, ça s'appelle contrat de coaching, c'est vachement important. Excusez-moi le langage. Mais la réalité, c'est de mettre vraiment les choses sur papier et qu'on soit bien d'accord. C'est bête, c'est du temps, c'est de l'investissement, mais ça va vous servir tout le temps dans la suite des événements. Michael Saotin, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, pour moi, c'est une vraie belle référence sur les transformations agiles. Alors, désolé, parce qu'il n'aime pas qu'on partage ses sources. Donc, vous ne retrouverez pas en meilleure qualité. Il a mis en place ce qu'il appelle un Agile Playbook, et que j'aime beaucoup pour une raison, c'est qu'il m'a permis de réfléchir sur ma capacité à pousser du changement. Et sa réflexion est de dire, à un moment donné, si je n'ai pas le mandat, si la personne ne veut pas y aller, j'arrête. Et je passe faire autre chose. Je vais voir quelqu'un d'autre. Et ça a un rapport très fort avec l'ego, et notamment avec les... Moi, je ne veux pas ouvrir un grand débat, mais notamment avec les grands frameworks, et avec Scrum, et avec Kanban aussi. C'est-à-dire si on arrive et qu'on impose... Si les personnes c'est comme une danse. On parlait de salsa tout à l'heure. Si à un moment donné, il n'y a pas de réactivité, à un moment donné, ça ne va pas avancer. Donc vraiment, Michael Saotin arrive et dit, voilà, je pose une question, j'ai l'aval de l'organisation, j'avance. Je ne l'ai pas, je stoppe. Et ça demande vraiment de l'humilité là-dessus. C'est bête, mais on veut tout le temps changer. Après, des fois, ça ne marche pas. Je suis très très fan de Lean Startup, de Running Lean, ce genre de choses, mais en tout cas, j'aime rendre les choses visibles, et notamment, j'aime rendre visibles les expérimentations. Là, je l'ai traduit en français, il ne l'a pas fait, mais la réalité, c'est comment je valide mes hypothèses, ensuite, qu'est-ce que je vais faire, ce genre de choses. Si vous allez sur le site Hmoria, a vraiment travaillé là-dessus, et ça va vous donner un moyen d'avoir des vrais espaces de conversation qui vont vous permettre d'avancer avec d'autres acteurs. Et puis c'est bête, mais manager les parties prenantes, c'est avoir l'opportunité d'aller déjeuner, d'aller dîner, d'aller boire des coups. Alors c'est un peu moins facile en ce moment, mais moi j'ai toujours pris le temps avec les parties prenantes que je souhaite engager, au moins d'aller essayer de déjeuner, prendre un café. Comptez le nombre de cafés que vous avez engagés, c'est bête, mais c'est court et ça fait du bien. On va développer des choses qu'on n'aurait pas développées peut-être en réunion. Le stand-up, à la base, le Daily Scrum, c'est un café qu'on prend ensemble. C'est un moment convivial. Investir dans ces relations extra-professionnelles. L'objectif n'est pas de devenir ami, mais d'aller chercher des choses que vous n'aurez pas en accès. Alors, je suis un ancien fumeur. Les fumeurs ont cet avantage de se retrouver à l'extérieur, de pouvoir évoquer des choses. C'est un super moyen. J'ai jamais réussi à retrouver un autre modèle qui me permettait d'avoir autant d'informations que d'aller fumer une cigarette et d'aller voir les gens. Bon, j'invite pas les gens à fumer, mais en tout cas, trouvez vos propres moyens. Moi,
moi, ce que j'ai fait avec Vénitia, c'est qu'à un moment donné, elle a été complètement partie prenante du système. Donc là, j'ai arrêté de la prendre à part et de la dissocier du système. Elle faisait partie du système. Par contre, j'avais des cafés régulièrement avec elle et elle m'a permis d'engager d'autres parties prenantes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous invite à progressivement aller chercher et de vous dire que identifiez des gens qui vont vous permettre d'accès à d'autres personnes, qui vont vous permettre de maîtriser un peu plus votre système. On est bien, là, j'ai très bientôt fini. Comme ça, les gens n'auront plus longue pause. Donc, je répète, apprenez à connaître, comprendre vos parties prenantes, utilisez les modèles que vous souhaitez, priorisez-les parce que vous ne pourrez pas tous les traiter, avoir l'envie de connaître tout le monde, ce n'est pas possible. Engagez-les, mais de manière unique et présente. Managez-les ensuite pour pouvoir avancer. Avec tout ça, je vais vous souhaiter une très belle conférence. Je m'excuse un peu de mon ton un peu upside down. C'était pas gagné que je puisse faire ma conférence aujourd'hui. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je vous souhaite une très belle conférence. S'il y a des questions, vas-y. C'est déjà disponible. Il n'y a pas beaucoup de bouquins, c'est souvent plus des templates, ce genre de choses. Tout est en ligne déjà et je l'ai remis en... Non, mais l'objectif est Moi, je fonctionne beaucoup avec des notions de petites graines. L'objectif, c'est pas que vous repartiez avec tous les modèles, encore une fois. C'est que s'il y en a un qui vous a plu, vous pourrez aller le retrouver. Et c'est à dispo, tout est à dispo. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que j'ai francisées pour ces belles conférences en France. Donc si vous êtes à l'aise en anglais, les versions en anglais sont vraiment très disponibles. Et l'ensemble des modèles que j'utilise sont des modèles ouverts, enfin open source. Vas-y. Allez-y, pardon. On va pas faire de feedback parce que j'ai scanné le code et ça me dit que c'est pas encore fini. Donc, mais sinon, j'ai beaucoup aimé et je trouve cette notion de cycle qu'on retrouve de plus en plus très intéressante parce que ça, finalement, c'est toujours recommencer, quoi. Exactement. Alors moi, juste pour réagir là-dessus, on m'a posé la question pourquoi les parties prenantes. Je trouve que c'est un sujet un peu adressé dans l'ensemble des conversations, mais c'est un sujet extrêmement complexe et extrêmement contextuel. Donc c'était difficile pour moi de me dire est-ce que je dois rester avec une vue d'avion et vous donner des éléments ou vous permettre vous... Un des retours que j'ai eu quand je l'ai joué à Grenoble était de donner un exemple concret, d'où Vénitia, qui n'était pas là à la première conf. Excuse-moi, c'était pour le transit de micro, je t'écoute. Merci. Alors tu disais mesurer, mesurer, mesurer. Oui. Mais concrètement, mesurer quoi? Alors, là où je te rejoins, c'est si on mesure trop de choses, à un moment donné, on se perd. Donc, encore une fois, c'est bête, mais pour moi, le message est de se dire, on va se poser ensemble et on va identifier 3-4 éléments qu'on va mesurer ensemble. Ça dépend encore une fois de ton système. Si tu es sur un produit, forcément, moi, ce que j'aime, c'est mesurer les notions de lead time. On va avoir les notions de, je sais pas, de valeur. Et là, si tu le souhaites, j'ai encore un autre modèle. Mais je vais arrêter là. Mais dans l'esprit, en fait, c'est vraiment se poser la question dans une équipe. Typiquement, moi, ce que je regarde, c'est combien on propose d'actions à la fin d'une rétrospective et combien est implémenté. Généralement, après, l'objectif, c'est de créer des conversations autour de ça et de s'améliorer. Si tu as trop de métriques, en effet, c'est compliqué, mais se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'on cherche? Quelles sont les bons métriques qui vont nous permettre de prendre des décisions collectivement? Je vais te répondre ça comme ça. Je te donne pas de réponse, mais j'essaye. Vas-y, Yat. Yes, Simon, merci. Ça fait super écho ce que tu dis, notamment sur l'intelligence culturelle. Ah oui. Est-ce que tu peux creuser? En tant que coach DevOps, en fait, il y a la notion de culture dev qui n'est pas celle de la culture des ops, mais si tu vas plus loin, il y a aussi la culture des managers. Donc finalement, on est déjà, en fait, même si franco-français, on est déjà dans cette notion de choc de culture un peu partout. Est-ce que tu as des conseils pour développer l'intelligence culturelle? C'est ce que tu veux en parler ou alors des références? Merci.
Alors, enfin, je vais répondre par une pirouette. Curiosité. Et puis, déjà, toi qui connais bien ces notions de culture, comment je pourrais répondre à ça? Il y a quelqu'un qui a une réponse pour Yad? Non, 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 non. Moi, en fait, c'est vraiment parce que je me suis retrouvé dans des situations vraiment compliquées culturellement que j'ai travaillé vraiment mon humilité. Je pense que c'est vraiment de travailler, vraiment se dire, ouais, là, je comprends pas ce qui se passe. Une autre histoire, je raconte souvent dans une entreprise de télécom très connue à Rennes. J'ai eu l'opportunité de partir, notamment en Roumanie, que certains connaissent. Et je me suis retrouvé qu'un manager, et en Roumanie, on était au restaurant, et à un moment donné, on a voulu faire comme on fait beaucoup en France, on a voulu partager l'addition. Et le serveur est devenu vraiment, il s'est mis à suer, il m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et le manager à côté de moi, dont je tairai le nom bien entendu, s'est mis à écrire, mais comment ça, tu prends ton addition, tu la coupes en deux, et puis c'est réglé. Et le serveur c'était pas possible. Et en fait, c'est vraiment se poser des questions à soi-même, se dire là, il y a quelque chose qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe, c'est pas dans ma lecture culturelle, dans mes références, dans mon éducation. Et donc, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est vraiment, explique-moi tes propres contraintes. Et il m'a expliqué que en Roumanie, pour des problématiques notamment liées à de l'argent, des gens ils n'éditent en permanence qu'une seule addition. Et donc, si vous êtes en Roumanie, s'il y en a qui partent en Roumanie, en début de restaurant, vous devez dire, bah, toi tu es le numéro 1, tu es le numéro 2, je suis le numéro 3, et chaque plat va être un petit peu sur chacune des personnes. Et c'est des usages complètement différents. Donc en fait, pour répondre à ta question, développer son intelligence culturelle, c'est vraiment travailler sa propre culture et s'ouvrir aux autres cultures. Et puis surtout, quand je vais vers les autres, je considère par défaut que je ne sais pas et que j'ai mes propres biais. J'essaye. Ok. Bon, bah, avec tout ça, je pense qu'on doit arriver à la fin. On est large? Bon. Et ben, vous allez avoir un peu plus de temps pour un café. Et ravi d'échanger. Encore une fois, les modèles sont en dispo, mais surtout engager les gens. Enfin, moi, je trouve qu'on parle beaucoup des gens, mais on les engage peu. Et je pense que c'est ça la clé. Simon.